Bonsoir à toutes et à tous. Chers collègues, je suis particulièrement heureux de vous accueillir au 4e webinaire de l'Association française de sciences politiques depuis le lancement de cette nouvelle activité le 21 octobre. 190 personnes se sont inscrites, ce dont nous nous réjouissons avec l'équipe d'organisation de l'association que je remercie une nouvelle fois pour toute l'organisation et la communication autour de ce webinaire, Anna Vie et Isabelle Roca. J'en profite pour vous annoncer que le 5e webinaire de la FSP aura lieu le 13 avril prochain autour de la Convention citoyenne pour le climat avec Loïc Blondiot, Alice Mazot et Simon Persicot. Marie-Louis en sera l'animatrice et l'organisatrice. Concernant le thème de ce soir, je souhaite, avant de vous présenter nos intervenants, vous renvoyer à un éditorial que nous avons signé la semaine dernière avec Christophe Jaffrelot, président de la FSP, sur l'Union européenne qui investit massivement dans les SHS. En effet, il nous avait semblé important de signaler le triplement du budget des SHS de l'Union européenne. Et à cette occasion-là, vous retrouverez cet éditorial. Nous souhaitions remercier Didier Georgakakis pour son investissement sur ce dossier à l'association depuis 10 ans maintenant. Ce 4e webinaire est donc consacré au plan de relance de l'Europe Next Generation EU. Comment analyser et replacer cet événement dans l'histoire de la construction européenne? S'agit-il d'un moment que la presse a qualifié parfois d'hamiltonien, engageant une fédéralisation budgétaire de l'Union? S'agit-il davantage d'un moment Schuman, c'est-à-dire marqué par un accord improbable jusque-là entre les 27 et permis, ironie de l'histoire, par le départ du Royaume-Uni quelques mois auparavant, ou d'une simple réaction, fonctionnelle pourrait-on dire, à la crise sanitaire de la Covid-19? Quels sont les outils utilisés? De quoi le plan de relance de l'Union est-il le nom? S'agit-il d'un changement de paradigme économique? Est-ce véritablement la première fois que la Commission européenne emprunte sur les marchés financiers? Je me contenterai de rappeler ici un petit élément historique que la haute autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans les années 1950 l'avait déjà fait, emprunter sur les marchés financiers par l'intermédiaire de son directeur financier Jean Guyot. Ce webinaire croisera les regards entre la science économique et la science politique. Donc, nous sommes honorés et heureux d'accueillir ce soir Thomas Piketty, directeur d'études à l'EHESS de l'École d'économie de Paris, Sabine Soruger, directrice de Sciences Po Grenoble du laboratoire Pacte, Université Grenoble-Alpes, et Antoine Vaucher, directeur de recherche au CNRS, Paris 1 CESP, qui est, comme Céline Bello de Sciences Po Grenoble, qui sont membres du conseil d'administration de l'association. Céline Bello animera le débat dans la deuxième partie de cette intervention et je vous incite, les participants, à utiliser la fonctionnalité Q&R, questions et réponses, pour poser toutes les questions que vous souhaitez poser à nos intervenants. Voilà, nous allons écouter chacun d'entre eux pendant 15 minutes avant d'engager le débat avec eux. Nous allons commencer par Antoine Vauchez. Antoine, tu as la parole. Merci. Merci Michel, merci à toute l'équipe de la FSP d'avoir organisé cet événement. Et je suis tout à fait content d'engager cette discussion avec Sabine et Thomas sur le plan de relance. Je voudrais dire d'abord que bon, finalement, c'est un objet dont on parle beaucoup, mais paradoxalement, dont on sait encore relativement peu de choses. Bien sûr, on sait que c'est un plan de 750 milliards d'euros qui seront donc empruntés par la Commission européenne sur les marchés financiers. On sait aussi, chose qui a effectivement beaucoup frappé les esprits, que parmi ces 750 milliards donc, qui sont empruntés par la Commission, il y en a disons une moitié qui va être accordée aux États pour donc, des plans de relance sous forme de subventions directes, et l'autre moitié, pour aller vite, sous forme de prêts. On sait aussi, la chose a aussi pas mal retenu l'attention, que la clé de répartition de ces 750 milliards entre les États européens est une clé de répartition qui ne s'appuie pas sur la contribution des États européens au budget de l'Union,
mais qui s'appuient sur la manière dont ils ont été exposés à la pandémie, notamment économiquement. On sait aussi que les États devront dépenser cet argent ou ces prêts sur 3 ans, après avoir soumis, ce qui est un point qui n'est pas un point de détail, ces plans de dépenses à la Commission et au Conseil. Et puis on sait aussi que ces 750 milliards sont censés être fléchés autant que possible autour du financement de la transition écologique et de la transition digitale. Voilà. Ça, on le sait à peu près pour l'instant, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore et le cadre reste assez général d'une certaine manière. D'abord, d'une certaine manière, le nom lui-même est un peu flottant encore. Hein. Au niveau européen, on parle de Next Generation EU. En France, on parle du plan de relance. En Italie, on dit d'ailleurs de manière drôle en anglais Recovery Plan, mais ça sent que c'est une correspondance bruxelloise. Bon. Mais au-delà de l'aspect sémantique, il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait pas encore on ne connaît pas encore les plans de relance que présenteront les États. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils entendent faire de cet argent. Et c'est d'ailleurs âprement débattu dans les différents États de l'Union, notamment en Italie. On pourra y revenir. On ne sait pas du tout comment cet argent, ces plans s'articuleront avec les plans de relance nationaux, parce que ça n'est pas que l'argent européen qui va participer à la relance, mais chacun des États a fait ses programmes de relance face à la crise Covid, et notamment on sait que l'Allemagne a massivement investi. Voilà. On ne sait pas non plus comment ce sera remboursé, cet emprunt, à quelle échéance on en a une idée, mais sous quelle forme, est-ce qu'il faudra des nouvelles ressources propres de l'Union européenne, lesquelles, et là aussi, il y a beaucoup d'inconnus. Puis on ne sait pas d'ailleurs non plus encore le calendrier politique, le calendrier tout simplement de ce plan de relance qui n'a quand même été décidé, disons formellement par les chefs d'État et de gouvernement en juillet donc en juillet 2020, mais qui doit encore franchir une série d'étapes, notamment la validation devant les parlements nationaux, avant que la Commission finalement lance ses emprunts. Donc on est dans un temps long qui peut-être, effectivement, on pourra y revenir, un temps proprement européen, mais voilà, qui fait qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le chemin et que, évidemment, c'est difficile d'intervenir maintenant, en tant que politiste, je veux dire, au milieu du gué, au moment où les choses sont encore loin d'être clarifiées en quelque sorte. Voilà. En même temps, je dirais que c'est mon deuxième point. Comme politiste, on pourrait dire qu'on a quelques points de comparaison, en fait. Moi, peut-être que Sabine se souviendra d'un colloque que j'avais organisé avec Antonin Cohen il y a pas mal d'années déjà sur la Constitution européenne. Et par certains aspects, ce moment que l'on vit depuis un an, peut-être qu'on peut le banaliser un petit peu ou le mettre un petit peu en série en réfléchissant au point de comparaison avec ce moment constituant des premières années 2000 qui avait conduit à l'échec référendaire, mais parce que finalement, cet objet plan de relance européen, il ressemble à beaucoup d'objets de la politique européenne. Il ressemble à beaucoup d'objets de la politique européenne, d'abord parce qu'il se donne à nous sous une forme experte, c'est-à-dire que fortement, densément experte. Alors, la Constitution européenne, on sait, chacun d'entre nous avait reçu dans sa boîte aux lettres 150 pages de droit. Finalement, ben là, les députés français, italiens et autres vont recevoir peut-être dans leur boîte aux lettres des plans de relance, ce plan de relance qui est fortement, évidemment, teinté, bien sûr, d'économie. Donc, peut-être un déplacement qui gagnerait à être réfléchi, comment c'est sous l'égide du droit dans les années 2000 qu'on a repensé le futur de l'Union européenne et comment aujourd'hui c'est sous l'égide de l'économie qu'on pense, et du gouvernement économique, que l'on pense l'avenir de l'Union européenne. Un deuxième point de comparaison avec le moment constituant des années 2000, c'est que de la même manière, le plan de relance est pris dans une multiplicité de conflits d'interprétation, et qui sont d'ailleurs très souvent des conflits d'horizon, c'est-à-dire de temporalité. Donc, d'un côté, il y a ceux souvent proches des institutions européennes qui voient dans ce plan de relance en fait une promesse, une prémisse, un point de départ, quelque chose qui est en fait
l'engagement peut-être d'un changement de paradigme vers un budget d'investissement permanent, vers une dette fédérale. Bon, voilà, les éléments d'une fédéralisation, comme tu disais, Michel. Et puis d'autres, plutôt du côté des États membres, et plutôt du côté des États d'ailleurs créditeurs, comme on les appelle, frugaux, comme on les appelle aussi parfois, qui voient plutôt justement dans ce plan de relance une parenthèse, un moment enfin, ponctuel qui n'a pas vocation à s'éterniser et qui doit être fermé assez rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces conflits d'interprétation, tu y faisais référence, Michel, comme pendant la Constitution européenne, on voit fleurir toutes sortes de comparaisons historiques. Hein, il y a toujours, ça c'est peut-être une caractéristique de l'Union européenne, c'est cette espèce d'obsession des avancées et des reculs, de son inscription dans une histoire de l'intégration, justement, avec toujours ces espèces de références mi-savantes, mi-politiques, au fédéralisme américain, donc moment hamiltonien, comme on avait parlé de la Convention de Philadelphie à l'époque de la Constitution européenne, ou crise de la chaise vide, plan Schuman, etc. Donc, on retrouve finalement pas mal de ces caractéristiques. Et puis, troisième point que je voudrais, enfin, troisième élément de comparaison qui me paraît intéressant aussi et qui fait que ce n'est pas un moment si exceptionnel, mais qui le rend aussi très intéressant pour la science politique, c'est que ça n'est pas qu'un plan de relance. En fait, à travers le plan de relance tel qu'il est discuté depuis le mois de juillet et en fait depuis le mois de mars, en fait, c'est un énorme marchandage intersectoriel qui touche en fait pratiquement l'ensemble des institutions européennes et l'ensemble des politiques, qui est en train de se construire. Et ce qui est assez fascinant à voir, c'est comment ce plan de relance est devenu un attracteur, en quelque sorte, de toutes les batailles politiques, professionnelles, institutionnelles autour de l'avenir de l'Union européenne. Donc, par exemple, quelle est la place du Green New Deal qu'avait envisagé la Commission européenne au début du mandat de von der Leyen? Quel est le lien de ce plan de relance avec le budget européen, enfin avec le cadre pluriannuel de l'Union européenne? Quelle est la place de l'état de droit et des politiques de défense de l'état de droit? Quels sont les liens avec le grand parapluie du semestre européen, qui est censé être le grand coordonnateur de toutes les politiques économiques de l'Union européenne? Quelles ressources propres, quel impôt pour l'Europe? Bref. Et puis, peut-être, bataille méta, bataille au-dessus de toutes les batailles, comment gouverner ce plan de relance? C'est-à-dire, comment s'assurer que l'argent va être bien dépensé? Comment s'assurer, question classique, de l'Union européenne autour de la conditionnalité, à la fois qu'on va éviter la corruption éventuellement dans les États membres, que l'argent sera efficacement utilisé, etc. On voit bien que progressivement, par justement l'agrégation de toutes ces batailles et de tous ces conflits, finalement, on est dans un moment qui est quelque chose d'un moment constituant, ou en tout cas, tout le monde, beaucoup d'acteurs ont le sentiment qu'il faut participer de cette bataille parce qu'il s'y joue peut-être justement la place de chacun dans l'Europe d'après. Alors, avec des effets en cascade, le gouvernement Draghi peut s'analyser comme un des effets collatéraux du plan de relance, c'est-à-dire du retour du thème de la légitimité européenne comme condition au bon gouvernement italien. C'est-à-dire il va falloir montrer que le gouvernement italien est capable de gérer les 200 milliards qui, a priori, lui seront versés et qu'il faut du coup des garanties maximales parce que de la bonne gouvernance de ces fonds dépend en quelque sorte l'avenir de ce plan de relance, s'ils sont mal gérés et si l'Italie les gère mal. Bon, en tout cas, c'est comme ça que une partie de la classe politique italienne a interprète ce moment, et pas que la classe politique italienne d'ailleurs, c'est-à-dire un retour en quelque sorte du vincolo esterno, comme on disait en Italie, c'est-à-dire de la conditionnalité en quelque sorte européenne dans la politique italienne. Voilà. Alors, je vais quand même dire quelques mots, parce que je fais beaucoup de pas de côté, hein, mais
je vais quand même terminer par quelques remarques sur finalement ce qui se joue maintenant, quelques peut-être tentatives d'interprétation. C'est évidemment ce genre de moment, c'est un peu du pain béni pour les politistes, hein, parce que c'est des moments de crise, c'est des moments où on peut tester un peu des hypothèses sur qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui résiste au changement, qui peut tester aussi la capacité justement à des formes de réorientation politique européenne. Alors, je pense qu'il y a deux éléments là-dessus. Un premier élément sur lequel je voudrais insister, c'est mais pour le coup, tout le travail reste à faire. Je fais un clin d'œil à mes étudiants de M2 que j'avais fait travailler avec Didier Georgakis pendant l'année sur ça, et peut-être certains d'entre eux sont là ce soir, justement de comment comprendre la genèse de ce changement, c'est-à-dire de ce qui apparaît comme une innovation, et notamment, évidemment, ce côté endettement à relativement grande échelle par rapport à l'histoire de l'Union européenne, en tout cas. Eh bien, bon, c'est évidemment une vaste question. Il y a une série de déplacements quand même qu'il faudra analyser à différentes échelles. Je pense qu'un des moments intéressants de ces basculements, de ces micro-basculements qui ont rendu sans doute possible à la fin le plan de relance, c'est la manière dont les États débiteurs, comme on dit, les États du Sud, l'Espagne notamment et l'Italie, qui ont des gouvernements, je dirais, hétérodoxes au mois de mars, avril dernier en tout cas, montent au créneau pour construire des propositions justement de relance et de solidarité intra-européenne, ce qui est tout à fait inédit. C'est-à-dire en fait que l'essentiel des débats économiques européens avait lieu à l'intérieur de l'Eurogroupe et sous couvert d'unanimité, notamment dans la crise de 2008. Donc là, il y a une sorte de sortie de la sphère fermée, semi-publique en quelque sorte, de l'Eurogroupe, et une forme de façon d'assumer un conflit ou un désaccord avec les États du Nord, avec un élément supplémentaire qui est que la France s'est jointe à cette coalition d'États du Sud, ce qui était pour le coup, là aussi, un vrai changement par rapport à la crise de 2008, où la France s'était restée, comment dire, collée en quelque sorte au couple franco-allemand, de manière un peu inquiète en quelque sorte. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un élément sur lequel il faudra revenir. Un autre élément, c'est des basculements internes aux États membres. Et un élément important, il me semble, c'est des basculements, par exemple, chez les économistes allemands, la manière dont, certains l'ont souligné, il y a un changement au ministère de l'économie. Non pas tellement la figure de Olaf Scholz, le ministre social-démocrate, qui est assez orthodoxe finalement, mais son chief économiste, Jacob Weizsäcker, qui arrive quelques mois auparavant et qui est, je dirais, plus hétérodoxe sans être véritablement, mais en tout cas qui peut donner un sentiment que des choses qui n'étaient pas possibles le deviennent. Ou aussi, certains l'ont dit aussi, l'évolution du patronat allemand face à l'effondrement possible de l'Italie, et notamment de l'économie du nord de l'Italie, qui est durement touchée par l'épidémie. Et puis, évidemment, le contexte d'une banque centrale qui, par rapport à 2008, n'est plus du tout la même, parce que, bon, pour le dire rapidement, les faucons ont reculé beaucoup par rapport à 10 ans plus tôt. Bon, si j'ai encore 2 minutes, je termine. Ça, c'est pour un petit peu des éléments à mettre à la discussion de tous ces investissements et de toutes ces mobilisations qui vont peut-être, qui prennent corps au moment de la construction de ce plan, en tout cas dans la genèse de ce plan. Maintenant, pour les inscrire un petit peu dans les inerties de la politique européenne, parce que ça compte aussi beaucoup, les inerties dans la politique européenne, eh bien, insister quand même sur le fait que certaines des coordonnées essentielles du gouvernement européen ne sont pas remises en cause du tout par ce plan de relance, à commencer par le fait que l'essentiel de ce plan de relance et des discussions de ce plan de relance ont lieu entre exécutifs économiques, les trésors, les banques centrales, la Commission européenne,
et marginalise très largement le Parlement européen, qui essaie de rentrer par la bande via la question du budget, mais qui est quand même largement marginalisé dans le processus, et les parlements nationaux qui vont intervenir en quelque sorte avec un petit peu le pistolet sur la tempe, hein, en tout bout de course, puisqu'on leur donnera le choix soit de tout faire tomber, soit d'approuver massivement. Donc évidemment, c'est un peu tard. Donc on est là dans la pente exécutive, hein, qui est quelque chose qu'on avait pas mal développé, notamment avec Guillaume Sacriste, dans nos travaux sur le gouvernement de la zone euro. Deuxième point, et j'en termine, lié à ça, c'est l'arrimage, pas complètement encore défini, mais qui se construit quand même progressivement, de ce plan de relance avec le semestre européen. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas le semestre européen, mais en tout cas, disons, avec l'idée que cet argent devra être inscrit dans une conditionnalité de réforme économique. Et le semestre européen, c'est en fait justement ce cadre de la conditionnalité qui essaye de pousser par toutes sortes de procédures complexes les États vers des réformes structurelles, vers le prisme de la stabilité financière et bien sûr aussi, mais plutôt à la marge, vers des politiques sociales et écologiques, mais c'est quand même très marginal encore aujourd'hui dans le semestre européen. Donc, dans quelle mesure, finalement, ce plan de relance, plutôt que de renverser le paradigme, contribue en réalité à étendre la sphère d'influence, on pourrait dire, la juridiction de ce semestre européen en lui donnant du charbon, en quelque sorte, pour renforcer le jeu de donnant-donnant avec les États et notamment, bien sûr, avec les États déficitaires. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui s'inscrivent dans ce qui sont un peu les inerties du champ de la gouvernance économique européenne. Et les choses, encore une fois, ne sont pas complètement définies, déterminées, mais on sent bien qu'il y a des effets de pente qui conduisent vers cette gravité-là, qui est justement ce cadre de contrôle des politiques économiques nationales. Et évidemment, c'est extrêmement important. Voilà, j'en arrête là. Merci de votre attention. Merci beaucoup Antoine pour ce cadrage très, très clair et cette mise en comparaison avec le moment constituant d'il y a 20 ans maintenant. Alors de la pente, est-ce qu'on passera au sentier de dépendance? On va peut-être le voir dans le débat. On va poursuivre par Thomas Piketty sur votre regard du plan de relance. Y a-t-il en particulier un changement de paradigme économique? Vous avez la parole. Oui, merci. Alors, moi, je vais poursuivre un peu sur ce que disait Antoine. Sur ce qui a vraiment déclenché ce plan, je pense qu'on en reparlera par la suite, et la peur de l'effondrement de l'Italie et de l'Espagne et d'un tiraillement peut-être fatal à la zone euro si ces pays, en particulier l'Italie, n'avaient plus pu emprunté et si le niveau d'activité économique s'était vraiment complètement effondré, le niveau de revenus des ménages italiens, enfin, les choses il y aurait un sentiment anti-européen extrêmement fort serait développé en Italie. Donc ça, c'est sans doute le facteur principal. Et puis la décision aussi quand même du tribunal constitutionnel allemand du printemps dernier, qui faisait que laisser la Banque centrale européenne toute seule à la manœuvre sans envisager d'éléments de dette européenne, ça risquait quand même de poser problème assez vite. Alors, ceci, est-ce que cet élément de dette européenne a éteint cet incendie-là et jusqu'où, à quel moment le tribunal constitutionnel allemand peut revenir à la charge sur cette question? Ça, j'aimerais d'ailleurs avoir l'opinion d'Antoine ou deux autres participants, et je ne suis pas forcément le mieux placé pour bien analyser ce qui risque de se passer là. Ce sur quoi je voudrais insister, d'un point de vue économique, c'est que le plan de relance lui-même, donc n'est pas encore adopté en fait par les parlements nationaux, donc il n'est pas encore, les 750 milliards ne sont pas encore en place. En fait, c'est surtout les 390 milliards de subventions au budget nationaux qui sont importants. Il faut relativiser, alors ils sont toujours pas en place, et par ailleurs, il faut relativiser l'ampleur de ces 390 milliards. C'est-à-dire que, bon, d'abord, l'essentiel de l'action au niveau de la relance européenne face à la pandémie au cours de l'année écoulée est venu évidemment de la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, donc son bilan, il y a un an,
était de l'ordre de 4 500 milliards d'euros. Il est aujourd'hui de l'ordre de 7 000 milliards. Donc, il y a eu 2 500 milliards d'injectés par la Banque centrale européenne pour racheter des titres sur les marchés financiers, notamment des titres de la dette publique. Et donc, la part des dettes publiques de la zone euro détenues par la Banque centrale européenne qui était de 20% au début de l'année 2020, elle a dépassé 25%, s'approche de 30%, ce qui ramène d'ailleurs à la question de à quel moment le tribunal constitutionnel allemand reviendra sur ces enjeux. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça le gros de l'action qui a été menée, qui a permis aux États, et en particulier aux États les plus endettés, de financer leur plan de relance et la préservation du niveau de revenus et de financement des revenus des ménages et de financement des entreprises. Alors, jusqu'à quel point ça a vraiment permis, alors c'est sûr, ça a permis d'éviter un effondrement, des choses extrêmement négatives qui seraient produites. En même temps, l'analyse quand même la plus commune qui est faite aujourd'hui de ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée, c'est que les États les plus solides financièrement comme l'Allemagne ont réussi à beaucoup plus injecter de ressources financières que les États qui étaient déjà très endettés comme l'Italie, l'Espagne ou la France, et que finalement ça a permis à l'Allemagne d'éviter une baisse. Alors elle a été moins touchée par la pandémie par ailleurs, mais bien que moins touchée par la pandémie, ils ont fait plutôt des plans de relance nationaux plus importants en pourcentage du PIB. Et donc, d'une certaine façon, ça amoindrit l'affirmation selon laquelle la Banque centrale européenne a permis à tout le monde d'amortir le choc dans des conditions comparables. Ça, pour moi, ça fait partie des choses sur lesquelles je ne suis pas encore complètement au clair et j'attends aussi des analyses plus détaillées de ce qui a été véritablement fait en termes de relance et d'aide aux entreprises, aux ménages dans les différents pays. Parce que, comme on sait, il y a beaucoup d'annonces budgétaires au cours de l'année 2020 où on mélangeait des annonces, des choses effectivement déboursées. Mais il me semble quand même que c'est l'état de la discussion, c'est que au final, l'Allemagne, les pays d'Europe du Nord ont beaucoup plus relancé que l'Italie et l'Espagne, ce qui, à nouveau, limiterait quand même notre vision sur le fait que la Banque centrale européenne a permis à elle toute seule d'amortir les choses. Bon, il reste que le gros de l'action pour l'instant, c'est la Banque centrale européenne. Alors, pour en venir au plan de relance proprement dit, donc 390 milliards d'euros qui vont abonder les budgets nationaux sans être remboursés par les États membres, enfin en étant remboursés par la totalité de l'Union européenne et non pas par ceux qui en bénéficient. C'est important. En même temps, voilà, 390 milliards d'euros, c'est moins de 3% du produit intérieur brut de l'Union européenne, donc qui est de 14 000 milliards d'euros par an. Donc, moins de 3% du PIB de l'Union européenne qui vont être dépensés sur 3 ou 4 ans ou 5 ans. Bon, mettons, ça fait 0,5% par an. Alors, par rapport à un budget de l'Union européenne qui était calé à 1% du PIB européen depuis quelques temps, le fait de passer de 1 à 1,5%, c'est une augmentation significative, c'est une augmentation de 50%, donc c'est significatif. En même temps, juste pour mettre en grande perspective historique, disons par rapport à des constructions de budgets fédéraux, le budget de l'État fédéral états-unien à la fin des années 20, au début de la crise des années 30, était de 2-3 points de PIB états-unien et a bondi à 10-12 points de PIB états-unien à la fin des années 30 et puis 15-20 points à la fin de la Seconde Guerre mondiale et resté à ce niveau-là à peu près depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le budget des États fédérés, lui, a toujours été autour de 8-10 points de PIB états-unien, donc était très significativement plus important que le budget fédéral jusqu'au début des années 30 et a été dépassé par le budget fédéral pendant les années 30 et la Seconde Guerre mondiale, et on en est resté à peu près à ce rapport de force, finalement, 2 tiers, 1 tiers, mettons 20 points de PIB pour l'État fédéral, 10 points de PIB pour les États fédérés, pour simplifier. Et donc ce grand basculement, il s'est passé dans les années 30, donc quand même assez longtemps après le moment hamiltonien. Donc comparé à ça, le saut fédéral européen, où on passe de 1 à 1,5 points, où il ne s'est rien passé après la crise de 2008, on est resté à 1 point de PIB, et là, on passe de 1 à 1,5 points. Voilà, c'est pas rien, mais ça permet de relativiser les choses sur le plan économique. Et donc, on est quand même dans cette configuration particulière où d'un point de vue du budget
il ne se passe pas non plus de choses gigantesques. Du point de vue de la fiscalité, il ne se passe rien du tout puisqu'on est toujours sur la règle de l'unanimité. Et c'est quand même du côté monétaire qu'il se passe beaucoup de choses, dans le sens où là, en termes de masse, le budget, enfin le bilan, ce n'est pas un budget justement, le bilan de la Banque centrale européenne, qui était d'à peine 10 points de PIB à la veille de la crise de 2008 et qui a bondi à 40 points de PIB en 10 ans, là, en un an, vient de passer à plus de 60 points de PIB. Donc, il était de 40 points de PIB de la zone euro au début de l'année 2020. Là, on est à plus de 60 points de PIB. Donc, c'est quand même une asymétrie institutionnelle assez unique historiquement, où c'est la Banque centrale commune qui joue un rôle bien plus considérable que le budget régulier. Donc, on en reste quand même dans cette configuration. Et cette asymétrie, cette situation découle d'une asymétrie institutionnelle qu'on connaît tous, qui est que la Banque centrale européenne fonctionne à la règle de la majorité et est obligée de prendre ses responsabilités avec les capacités qui sont les siennes, alors que le budget et la fiscalité restent sur l'unanimité, sur la règle de l'unanimité, ce qui ne permet d'avancer que très, très progressivement. Et de ce point de vue-là, pour moi, le regret fort que je partage avec Antoine dans la lignée de nos réflexions communes sur le traité de démocratisation de l'Europe sur lequel nous avons travaillé ensemble, c'est que on n'a pas utilisé finalement cette occasion pour essayer de sortir du cadre de l'unanimité d'un point de vue des décisions budgétaires et fiscales. Et disons, c'est quand même assez fascinant ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on a réussi à imposer l'unanimité d'abord vis-à-vis des pays prétendument frugaux d'Europe du Nord, et ensuite vis-à-vis donc ça en juillet dernier, et ensuite en décembre vis-à-vis d'une partie des pays d'Europe de l'Est. Dans les deux cas, il est clair que l'unanimité a été obtenue avec une menace explicite ou implicite que sans unanimité, il y aurait un traité intergouvernemental permettant de faire la même chose sans les pays en question. Donc c'est quand même un équilibre institutionnel assez étonnant, où on obtient l'unanimité uniquement en disant explicitement aux pays qui voudraient ne pas faire partie de l'unanimité, de toute façon, on le fera sans vous. Et donc, le choix finalement qui est fait par les pays d'accepter d'entrer dans l'unanimité, c'est de préférer de ne pas se retrouver en dehors. Donc, c'est un équilibre institutionnel assez étonnant où on émet une dette, donc en le décidant, une dette commune en décidant soi-disant l'unanimité, sans dire à l'avance par quelles ressources fiscales et par quel impôt on est censé rembourser cette dette 5 ou 10 ans plus tard, elle-même décidée à l'unanimité en principe. Donc on est vraiment dans un espèce de jeu de poker menteur à une échelle assez considérable. Alors ça donne l'impression de marcher dans le sens que finalement, face à un risque majeur qui était un effondrement de l'Italie ou de l'Espagne et un éclatement possible des tensions, en tout cas internes très fortes à la zone euro, finalement, ça semble avoir marché. La peur des industriels allemands, la peur des gouvernements allemands et français, finalement, les a poussés à mettre une pression suffisante sur les pays d'Europe du Nord et les pays d'Europe de l'Est pour obtenir cette unanimité. Est-ce qu'on peut longtemps fonctionner comme ça ? Bon, moi ça me convainc plus que jamais du fait qu'on a besoin de mettre le Parlement européen et les parlements nationaux au centre de la gouvernance européenne pour passer sur les questions budgétaires ou fiscales, ou au moins sur un certain nombre de décisions budgétaires et fiscales avec des règles, des limites, visant à limiter les transferts, visant à tout ça de façon contrôlée, mais de passer à la règle de la majorité en impliquant les parlements nationaux, dans la mesure où on voit bien, une fois de plus actuellement, que ce sont les parlements nationaux qui vont devoir se prononcer pour approuver ce plan de relance, à partir du moment où ce sont les contribuables nationaux, allemands, français, des différents pays qui vont devoir repayer cette dette, à supposer qu'on la repaye un jour, mais en tout cas, en théorie, qui vont devoir la repayer cette dette. Donc, ce sont les parlements nationaux qui doivent engager les contribuables nationaux là-dessus. Et donc, tout ceci nous rappelle une fois de plus qu'on est dans un système institutionnel où, en fait, on a une série de droits de veto de chaque État membre, et derrière chaque État membre, le Parlement national de chaque État membre, de fait, doit se prononcer séparément. Et
c'est d'où notre proposition dans le cadre du traité de démocratisation de l'Europe, de dire, voilà, plutôt que d'avoir ces droits de veto individuels des parlements nationaux, ce serait mieux de mettre ces parlementaires nationaux les uns en face des autres, ensemble, dans une assemblée européenne, en proportion des populations, des groupes politiques, pour pouvoir prendre, cette fois-ci, à la majorité, des décisions comme par exemple l'augmentation du niveau du plan de relance. C'est-à-dire qu'on aurait pu décider beaucoup plus vite, évidemment, si une assemblée comme ça avait pu exister, on aurait pu, comme a pu le faire le Congrès américain très très rapidement au printemps dernier, décider d'un plan de relance très rapide. Et par la suite, enfin, si on se rend compte dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent qu'on a besoin d'augmenter la taille du plan de relance, forcer de nouveau l'unanimité avec les pays d'Europe du Nord, les pays d'Europe de l'Est, ça va quand même être difficile. On peut pas, c'était un peu un fusil à un coup, cette unanimité qui a été obtenue en 2020. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Et donc, je pense plus que jamais qu'on a besoin, au moins pour les pays qui le souhaitent, et quitte à le faire avec un sous-ensemble de pays, de passer à un système institutionnel mettant beaucoup plus l'accent sur le Parlement européen, sur les parlements nationaux, sur la délibération parlementaire démocratique au grand jour, quitte à le faire avec une partie seulement des pays. Le problème, c'est que les pays, comme ce qu'on a vu quand même, l'enseignement de 2020, c'est que c'est sans doute ce qui serait passé, peut-être ce qui serait passé si certains pays avaient été jusqu'au bout de leur veto. Mais en fait, ils n'ont pas envie d'aller au bout de leur veto parce qu'en fait, dans le fond, ils préfèrent garder ce système d'unanimité auquel ils cèdent quand il faut vraiment céder, et uniquement ce sur quoi il faut céder, plutôt que de s'embarquer dans un principe majoritaire et parlementaire. Mais tout ça, pour la suite, pose la question, enfin, à nouveau, moi, je un peu repose cette question aux différentes personnes sur est-ce que la contrainte constitutionnelle allemande, est-ce que les élections italiennes, alors est-ce que là, l'Italie est définitivement arrimée à l'Europe, c'est-à-dire que même les partis les plus anti-européens se retrouvent obligés de dire, bon, bah, dépensons cet argent au mieux et ne crachons pas dans la soupe. Enfin, est-ce que là, il y a vraiment un tournant sur l'attachement politique italien, y compris à droite, et quid de la contrainte constitutionnelle et du tribunal constitutionnel allemand comme force motrice négative, mais obligeant à l'évolution du système pour la suite. Merci beaucoup Thomas pour cet exposé et cette idée de la double asymétrie budgétaire et institutionnelle, je pense, qui est très riche pour nos débats. Donc nous sommes 140. Je vous invite à utiliser, si vous le souhaitez, la fonctionnalité QR pour poser vos questions à nos intervenants, et je passe tout de suite la parole à Sabine Sorger. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire, hein, sur une question qui, en effet, semble changer totalement la forme de la coopération entre les acteurs européens. Et en même temps, et je vais faire ça dans la prolongation des interventions d'Antoine et de Thomas Piketty, n'est pas, à mon avis, un moment absolument fondamental de l'intégration européenne. Et ce que j'essaie de faire, hein, dans les minutes qui me sont accordées, c'est de poser la question qu'est-ce que le plan de relance veut dire pour les rapports de force entre les acteurs au sein de l'Union européenne? C'est cette question-là qui m'intéresse plus particulièrement, et j'aimerais bien donc revenir sur un certain nombre de choses qui, bien évidemment, ont déjà été dites, mais de les mettre en perspective. Et donc, j'aimerais bien le faire, hein, à travers une réflexion en 4 points en particulier, pour regarder mais quelles sont les modifications qu'a entraîné le plan de relance. Donc, si on part du constat qu'avait fait Michel au début, en disant, en fait, ce plan de relance, on peut le lire comme un moment hamiltonien
on peut le voir comme une véritable création ou la création d'une véritable fédération de l'Union européenne. Il faut, à mon avis, être, comme on l'a vu, être relativement prudent. Pourquoi ? Parce qu'en effet, les États de l'Union européenne s'endettent ensemble, donc créent une solidarité commune, demandent aussi, et ce qui peut être interprété comme un moment de fédération, comme une validation devant les parlements nationaux. Et en se rappelant de cette situation qu'on a vécue lorsqu'on a négocié le CETA, on se rappelle qu'il est tout à fait possible pour un Parlement national de s'opposer, mais comme ça a été souligné, c'est compliqué, c'est difficile, et surtout, cette opposition qu'on connaît du Parlement wallon était en grande partie aussi influencée, non pas par le débat proprement dit CETA lui-même, mais par le débat national et un rapport de force au niveau national qui nécessitait cette opposition. Donc on peut dire, oui, en effet, ça peut être vu comme un moment de fédéralisation, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc commençons tout de suite par le constat qui a été déjà fait. Cette décision est une décision, comme on l'a vu déjà depuis le début de la crise économique et financière, une décision intergouvernementale. On a clairement un acteur principal qui est le Conseil européen, dans lequel les différents États membres négocient sur la proposition de la Commission européenne, mais néanmoins, je crois là clairement ce qu'on souligne souvent, c'est-à-dire cette intergouvernementalisation de l'intégration européenne, on peut la voir ici. On peut la voir ici sur la base de ce qui a été souligné par Thomas Piketty, le besoin de l'unanimité. Et le besoin de l'unanimité en disant clairement à des États, en particulier la Hongrie et la Pologne, en fait, si vous ne voulez pas en faire partie de ce plan de relance, on va le faire comme on l'a fait déjà avant, à l'extérieur, comme on l'a fait dans le cadre du pacte budgétaire européen. Donc, d'une certaine manière, on voit clairement cette force intergouvernementale. Mais on voit aussi que cette intergouvernementalisation a mené à un plan de relance qui a été rendu possible, et ça aussi, ça a déjà été souligné, par une modification de la position du gouvernement allemand. Et là, on voit, je ne suis pas sûre si on peut parler d'un changement de paradigme de la politique économique allemande, mais on voit quand même une modification qui est significative, puisque l'Allemagne accepte l'union de transfert, donc une position qui, pour l'Allemagne, n'est plus taboue. Pourquoi est-ce que ce changement, on peut le voir, comme ça a été dit, par une modification du ministre à l'économie ou du ministère de l'économie, mais on peut aussi le voir et le lier, je pense que c'est ça qui est très important, ça a été souligné déjà, par l'arrêt de la Cour de justice, la Cour constitutionnelle allemande. La Cour constitutionnelle allemande qui, pour la première fois depuis très longtemps, on se rappelle des arrêts Maastricht, on se rappelle des arrêts Solang, décide d'aller à l'encontre de la Cour de justice de l'Union européenne. Et cet arrêt de la Cour constitutionnelle allemande fragilise la BCE, la Banque centrale, qui agissait jusqu'alors comme un garant politique de dernier ressort et ouvre la possibilité aussi pour l'Allemagne d'une action budgétaire. L'action budgétaire devient acceptable. Et cet arrêt de la Cour de justice, de la Cour constitutionnelle allemande est intéressante parce que pendant toute la période de 2008 jusqu'à 2020,
la Cour fédérale était très prudente. Elle était très prudente, elle n'allait pas clairement à l'encontre des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui systématiquement donnaient raison aux États membres et à la Commission européenne dans leur gestion de la crise économique et financière. Et ça, c'est relativement important. Donc, on a ce moment intergouvernemental qui reste important et qui ne disparaît pas à travers le plan de relance. On a aussi, et il ne faut pas l'oublier, quand même, un autre moment, un moment qu'on peut appeler un moment néo-fonctionnel ou un moment de path dependency, cette notion a été utilisée tout à l'heure, où on peut dire, en fait, on peut aussi interpréter le plan de relance comme un processus d'apprentissage. On a le moment de la gestion de la crise économique et financière qui est clairement sous le signe de l'austérité, où on a des positions très fermes de l'Allemagne et des pays du Nord contre les pays du Sud. Et là, tout d'un coup, on a une situation qui est un peu différente. Elle n'est pas aussi nette, et on l'a dit déjà avant. Et on a cette possibilité de la Commission de faire cette proposition du plan de relance et de dire, en fait, ce plan de relance est absolument nécessaire et d'avoir les États membres qui acceptent cette proposition, qui vont dans cette direction. Bien évidemment, la situation de l'Italie était dramatique liée à la pandémie, mais la situation de la Grèce était dramatique dans la crise économique et financière. Et donc là, on a une relative similitude des États qui sont qui sont en danger de faillite, mais une fois, on n'a aucune réaction, une réaction de plus d'austérité. D'autre part, on a un plan de relance. Et là, il y a quand même une différence et on peut dire, pourquoi pas parler en termes d'engrenage ou d'apprentissage. On a aussi là, en ce moment, une discussion qui est intéressante et qui jusque-là a été réglée uniquement par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, à savoir des questions des taxations. On a l'idée d'une taxe carbone, on a l'idée d'une taxe plastique, une taxe numérique. Toutes ces questions-là sont là depuis très longtemps, je suis tout à fait d'accord, mais pour la première fois, il semble avoir la possibilité que les États membres acceptent en fait cette taxation pour obtenir des ressources propres. Et donc là, on a un changement qui, pour moi, est relativement intéressant. On a aussi quelque chose que j'aimerais beaucoup souligner, et c'est mon troisième point. On a quelque chose qu'on a déjà constaté, mais que j'aimerais bien mettre en avant, en exergue encore une fois. On a une sorte de cadre cognitif qui commence à devenir acceptable et accepté, qui est le fait que le plan de relance doit se concentrer à 37% sur la transition verte. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas mon propos. Est-ce que c'est excellent? Ce n'est pas mon propos non plus. Mon propos est de dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui de faire des plans de relance sans prendre en considération la transition verte, la protection de l'environnement. Il n'est pas non plus possible de faire des plans de relance sans réfléchir à la transition digitale. Et ces éléments-là sont quand même novateurs et je le trouve intéressant dans la mesure où on voit une acceptation d'une norme qui flotte en fait depuis très longtemps dans l'air, mais qui là est vraiment inscrit comme une obligation dans la mise en œuvre de ce plan de relance. Et je termine avec le dernier élément à savoir la question de savoir si le plan de relance, en fait,
illustre quelque chose qui, en sciences politiques, devient de plus en plus important lorsqu'on analyse l'intégration européenne, à savoir la notion de la différenciation. Est-ce que le plan de relance est un signe d'une plus forte différenciation de l'intégration européenne? Et là, en réalité, on a deux situations qui sont typiques, je dirais, pour l'intégration européenne. On a une situation oui, mais, ou une situation en même temps. Donc, premièrement, la différenciation n'a pas eu lieu. Thomas Piketty l'a souligné, tous les États font partie de ce plan de relance, même la Hongrie et la Pologne, à qui on a proposé, à travers la proposition allemande, que le mécanisme qui prévoyait de conditionner l'accès au financement européen au respect de l'état de droit, on donne la possibilité, avant d'accepter en fait ce mécanisme, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Et sous cette condition-là, ces deux États participent quand même au plan de relance, ce qui est donc différenciation n'existe pas. Je suis bien d'accord. Mais lorsqu'on regarde à l'intérieur de ce plan de relance, on se rend compte qu'il y a quand même un groupe d'États qui fait partie de l'eurozone, de la zone euro, pardon, et un autre groupe d'États qui n'en fait pas partie. Et cette différenciation à l'intérieur du plan de relance va sans aucun doute créer quelques difficultés dans l'avenir. Si on pense juste à la Suède, par exemple, qui ne fait pas partie de la zone euro, aura dans l'avenir ce mot à dire sur la gestion des fonds, sur la conditionnalité imposée éventuellement à l'Italie, et donc peut exercer des pressions pour réduire l'enveloppe des transferts. Et donc ça, c'est une différenciation qui, à mon avis, va encore créer des débats et des difficultés, et que je trouve absolument passionnant par rapport à cet avenir et la mise en œuvre du plan de relance. Et donc, pour conclure, je dirais que les rapports de force entre différents acteurs ont en réalité déjà changé avant le plan de relance. On est vraiment dans une continuité depuis le début de la crise économique qui débute en 2008. Le plan de relance ne change pas fondamentalement les rapports de force. On a toujours cet intergouvernementalisme qui est très fort, la Commission qui joue le rôle en fait de contrôleur, d'acteur de proposition. Mais ce qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant, et puisque je suis une politiste, je ne vais pas me projeter dans l'avenir, mais ce que je trouverais super intéressant, c'est justement d'observer comment ce plan de relance va modifier éventuellement ces rapports de force entre acteurs européens. Comment est-ce qu'il va influencer aussi les rapports de force au niveau national, à travers justement ces conditionnalités qui sont mises en œuvre par le plan de relance, et qui en fait reflètent bien évidemment les conditionnalités qui sont déjà en œuvre dans le cadre du semestre européen. Je vous remercie. Merci beaucoup Sabine, et merci à vous trois pour vos interventions extrêmement intéressantes. En vous écoutant et avant de passer donc la parole à Céline qui va animer le débat, je me demandais si on n'était pas un peu dans le paradigme tout changer pour ne rien changer, mais je laisse la parole évidemment à Céline pour animer ce débat. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc c'est moi qui ai l'honneur d'animer ce débat. Donc, juste vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur les questions et réponses. Et la manière dont on va fonctionner, c'est je vais d'abord faire proposer un premier round de questions, et puis ensuite j'essayerai alors ça peut être lié, mais de prendre aussi vos questions par groupe si c'est possible. Donc n'hésitez pas, si possible, faites les questions les plus courtes possibles, parce que pour nous, même si Michel va me faire des piqûres de rappel si j'oublie des questions, ça sera plus simple aussi pour animer ce débat. Alors, un grand merci à tous les trois, et vous avez abordé énormément de
d'aspects, donc on ne pourra pas revenir sur tous. Donc, deux propositions tout d'abord. Je vais d'abord vous laisser la parole si vous voulez commencer à interagir, c'est ce qu'on avait prévu entre vous. Donc, si vous avez des questions à vous poser mutuellement pour commencer ce débat, et puis si je prendrai la parole par la suite pour abonder ou pour créer ce lien encore davantage. Antoine, est-ce que tu veux commencer? En fait, la vérité, c'est que comme Thomas a déjà posé des questions, je vais peut-être essayer d'y répondre. Non, mais juste un point sur la Cour constitutionnelle allemande, qu'a évoqué aussi d'ailleurs Sabine. Donc, effectivement, c'est intéressant parce que là, comme politiste, on est projeté dans toutes sortes d'univers économiques, juridiques, qu'il faut être capable aujourd'hui, bien sûr, de décrypter. Et dans l'histoire, effectivement, du changement de cap allemand, enfin, en tout cas, autour du plan de relance, les verrous économiques et juridiques sont effectivement essentiels dans cette histoire-là. À la fois, je pense, du point de vue des changements de paradigme chez les économistes, certains économistes allemands, et des formes de réaction, de contre-mobilisation face à la décision de la Cour constitutionnelle allemande. La seule chose, évidemment, déjà, c'est difficile de faire de la politique fiction quand on est politiste, mais du droit fiction, là, je ne vais même pas essayer. Mais ce qui est vrai, c'est que la Cour constitutionnelle allemande s'est imposée comme une chambre d'appel pour les décisions du gouvernement en matière disons, de politique économique européenne, à la fois de la Banque centrale et du gouvernement économique européen. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose disons, de contradictoire, voilà, d'avoir une Cour constitutionnelle nationale jugeant, comme elle le dit toujours, en fonction de ses coordonnées constitutionnelles nationales, se voir poser des questions de politique européenne. Donc là, on est dans un des effets, effectivement, du fait que les institutions en charge du gouvernement économique de l'Europe, que ce soit l'Eurogroupe ou la BCE, en fait, sont des institutions qui sont en quelque sorte inatteignables, je dirais, directement du point de vue de la responsabilité politique. Et donc, ce sont d'autres espaces qui s'imposent. Et il suffit de voir la liste de ceux que la Cour constitutionnelle allemande avait auditionnés, comme ministres, économistes, juristes, hommes politiques, etc., au moment de ces différentes affaires. Il faut comprendre que, du coup, c'est vraiment devenu une arène de politique constitutionnelle, mais de politique. Alors, un élément juste que je donne, c'est que les germanistes connaissent sans doute mieux que moi, mais le président Voskuhle, qui était pour le coup très ardemment eurosceptique, le président de cette Cour constitutionnelle est parti et a été remplacé par une personne qui visiblement est beaucoup moins. Donc je ne pense pas que cette jurisprudence très consolidée sur justement ce qu'ils appellent l'ultra-vires, c'est-à-dire le fait que les institutions européennes ne doivent pas sortir de leur mandat spécifique. Cette jurisprudence ne changera sans doute pas, mais on peut imaginer que cette espèce de côté rapport de force extrêmement brutal ne se jouera plus de la même manière après ce qui est apparu quand même comme, disons, comme une mise en minorité de cette Cour constitutionnelle allemande voilà, dans l'espace européen et y compris dans l'espace allemand. Alors, donc c'est juste sur ce point-là, mais je ne voudrais pas trop prendre la parole, donc j'arrête là. Thomas, si vous voulez… Oui, moi je voudrais la discussion. continuer dans la question. Oui, c'est-à-dire que, non, deux points. Sur la Cour constitutionnelle allemande, il me semble que dans les arguments de leur arrêt du printemps dernier, il y avait la tentative de fixer une limite quantitative à combien la Banque centrale européenne pouvait détenir en pourcentage de titres de dette d'un titre financier donné. Et est-ce que on va buter sur cette contrainte? Est-ce qu'il y a un moment où voilà, si la Banque centrale européenne détient 25, 30, 35% de la dette publique italienne ou d'autres tel ou tel pays européen, à quel moment ce type d'argument peut ou va être réactivé et dans quelle mesure le fait de substituer une dette européenne, mais qui pour l'instant est quand même toute petite, quoi, de 3% du PIB européen, en tout cas sur la part 6% si on prend tout en compte, peut
techniquement répondre à cette objection, ou est-ce qu'en fait cette objection va disparaître par du fait du renouvellement des membres de la Cour? Et ma deuxième question qui est quand même qui est sur l'Italie, c'est dans quelle mesure là cette subvention importante au budget italien a totalement annihilé, disons, le discours anti-européen dur en Italie, et pour combien de temps? Enfin, pour très longtemps, pas pour très longtemps, enfin, voilà. Sabine, si tu veux. Oui, en fait, j'ai une question. J'aimerais bien ne pas répondre à la question de la Cour constitutionnelle. En fait, la question que j'avais, c'était une question à Thomas Piketty. Je trouvais que vous souligniez tout à l'heure que le plan de relance américain a été décidé très, très rapidement par le Congrès au printemps dernier. Ma question est, j'avais l'impression en fait que le plan de relance, le premier plan de relance sous Barack Obama était une sorte de guerre sans fin à l'intérieur du Congrès, entre les républicains, les démocrates, et en fait une discussion extrêmement difficile où chacun voulait bien évidemment obtenir quelque chose en contrepartie. Donc la question est, dans le contexte de l'Union européenne, comment est-ce qu'un plan de relance pourrait être, selon vous, négocié en relativement peu de temps, parce que dans une situation de crise, on est toujours contrainte par la réaction entre les parlements nationaux, le Parlement européen, en relativement peu de temps, et surtout avec des contreparties qui seront, à mon avis, extrêmement difficiles à décider. Thomas, vous voulez répondre tout de suite là-dessus, ou vous préférez qu'on enchaîne et puis on y reviendra? Juste très rapidement, je pense qu'aux États-Unis, ce qui a joué, c'est aussi certains ont eu l'impression que le plan de relance en 2008 n'avait pas été assez important, justement, et que là, en 2020, il fallait en faire plus. Je pense aussi qu'il y a une différence de timing politique, c'est-à-dire qu'en 2008, après en 2009, après l'élection d'Obama, l'élection avait déjà eu lieu, donc aussi les républicains voulaient embêter Obama. Là en printemps 2020, avant l'élection, les républicains ont quand même voulu voter un plan de relance important très rapidement. Maintenant, ils deviennent beaucoup plus embêtants après l'élection. Donc il y a une différence de timing politique là qui est importante. Voilà, je pense qu'ils jouent un rôle. Sur comment aller plus vite en Europe, dans l'absolu, on pourrait, en cas d'urgence absolue, convoquer, faire vraiment une pression beaucoup plus forte sur les parlements nationaux pour qu'ils se décident beaucoup plus vite et que la validation des budgets, des plans de relance envoyés par chaque État est beaucoup plus vite. Mais c'est sûr que si on avait des types d'assemblées européennes, donc on défend avec Antoine, où il y avait des représentants des parlements nationaux qui pouvaient décider les choses à la majorité, il y aurait juste une assemblée à réunir. Donc une assemblée à réunir qui pourrait augmenter, dans un cadre fixé à l'avance, mais tant qu'on reste dans un cadre général fixé à l'avance, pourrait décider de valider et d'augmenter la taille, si nécessaire, d'un plan de relance de ce type-là. Alors, j'enchaîne à la fois avec alors des questions qui vont être à la fois mes questions, mais je vais prendre en compte déjà un certain nombre de celles qui ont été posées sur le QR, et n'hésitez pas à en poser davantage. Moi, il me semble qu'il y a en fait un peu trois types. On peut serrer les questions de deux façons différentes, mais à chaque fois sur trois registres. Il y a les questions qui sont proprement économiques. Et dans ces questions économiques, on a eu un retour de questionnement sur finalement est-ce que c'est pas les eurobonds qui reviennent de façon différente, et pourquoi on les accepte maintenant et pas il y a quelques années. Dans les questions, on a notamment quelqu'un qui nous dit dans ce jeu de poker menteur, comment on est arrivé à une mise de 750 milliards, donc pourquoi ces choix-là de politique économique et de politique monétaire et financière, et pourquoi ça, comment on arrive à ça. Donc des questions plus proprement économiques. Derrière, il y a des questions aussi plus proprement institutionnelles, on l'a bien vu.
Et dans ces questions institutionnelles, il y a la question de alors toute la question de la conditionnalité quand même. Donc on se dit que oui, tout ça va être, enfin, l'argent va être accordé sous condition. Donc on voit bien que d'abord les États doivent présenter des plans qui doivent être acceptés par la Commission et le Parlement. Et puis ensuite, il faut que ces conditions soient, elles soient respectées pour que l'argent arrive. Et donc, comment ça va se passer? Sabine a déjà dit, il y a des pays qui vont, parce qu'en plus, donc les pays là auront alors un droit qui n'est pas vraiment un droit de veto, mais un droit de regard assez fort sur s'ils décident qu'il y a un pays qui ne respecte pas ces conditions, ils vont pouvoir dire attention, ce pays ne respecte pas ces conditions et nous, on est contre. Donc voilà, donc des questions qui sont vraiment importantes et qui posent la question de qu'est-ce qui arrive alors maintenant. Et donc il y a quelqu'un qui vous pose la question à la fois, alors bon, je ne la retrouve plus, mais qui arrive s'il y a plusieurs parlements nationaux qui rejettent ce plan de relance, donc on a les questions nationales. Et puis, qu'est-ce qui arrive après sur ces conditions et est-ce que ces conditions, c'est une manière, ça peut être différentes choses, ça peut être des manières de faire progresser les relations institutionnelles, comme le disait Sabine, en tout cas, ça va forcément créer des tensions et donc, bon, voilà, poser un peu la question de ce qui va arriver, mais ça peut être aussi, et ça Antoine en parlait un petit peu, des manières d'insister davantage sur la semestrialisation, de créer des formes de conditionnalité qui sont vraies, qui sont des formes de conditionnalité qui existent actuellement dans la semestrialisation au niveau européen. Et est-ce qu'on va arriver à ce genre de choses aussi au niveau des pays? Et puis troisième groupe, finalement, on va dire un peu de questions qui vont porter véritablement sur, on est plus dans le grand politics, et là, évidemment, ça recoupe vos questions sur la démocratisation de l'Union européenne et sur plus généralement la question du projet. On retombe sur ces grandes questions-là qui se jouent à travers tout ça. Et sur ce point-là, moi, j'aurais bien voulu vous entendre un peu à la fois, tous les trois, et notamment Antoine et Thomas, puisque vous avez déjà entamé ensemble cette discussion, mais traité de démocratisation, augmentation des pouvoirs des parlements européens et des parlements nationaux par mise en place d'une assemblée, oui, mais est-ce qu'on peut arriver à ça tant qu'on n'a pas, on parle pas la même langue et on n'a pas un public européen? Donc, est-ce que tout ça est-ce qu'on peut sortir de cette forme d'utopie à un moment donné par le haut? Voilà. Je vous propose de répondre à cette première série de questions et puis j'enchaîne ensuite sur d'autres questions des participants. Peut-être qui veut répondre en premier? Thomas, vous voulez commencer? Oui, après Antoine, je veux que tu me répondes sur l'Italie. Est-ce que le sentiment anti-européen dur est anesthésié pour combien de temps? Je veux bien répondre. Donc, est-ce qu'on peut y arriver avant qu'on parle tous la même langue en Europe? Oui, ce serait mieux parce que ça risque de prendre longtemps sinon. Donc, oui, moi, je continue de penser, je suis indécrotablement optimiste, c'est-à-dire je continue de penser que si les gouvernements français, allemands, italiens, les pays du cœur de la zone euro proposaient de mettre en place un plan de relance sous l'égide d'une assemblée européenne composée de représentants de leurs parlements nationaux en proportion des groupes politiques et des populations des pays, je pense qu'à la fin des fins, la plupart des pays se joindraient à une telle initiative. Alors peut-être pas 27 sur 27, mais on irait très vite vers la plupart des pays se joindraient à une initiative de ce type-là parce qu'à la fin, ils ne voudraient pas rester en dehors. Alors il faudrait évidemment limiter l'exercice quant à l'ampleur possible.
de tout ça. C'est-à-dire que je voyais une question sur le chat disant est-ce qu'on pourrait imaginer, comme aux États-Unis, que le budget fédéral devienne plus important que les budgets nationaux? Non, je crois qu'on n'est pas du tout là dans cette comparaison ne tient pas, parce qu'on est dans un contexte européen avec des États sociaux européens, des États fiscaux européens extrêmement développés qui atteignent 40% du PIB. Le budget fédéral européen, dans notre projet avec Antoine, il pourrait atteindre, nous on disait 4 points de PIB en ayant des impôts européens. Bon, ce serait déjà une étape considérable. Et donc on n'est pas du tout dans la comparaison stricte avec les États-Unis ne peut pas fonctionner. Mais ce serait déjà une étape considérable et je pense que c'est pas une utopie hors de portée. Je pense que le traité franco-allemand qui a institué en 2019 une assemblée parlementaire franco-allemande, je veux rappeler quand même que donc ce traité bilatéral franco-allemand a institué une assemblée parlementaire qui se réunit à Strasbourg. Ça tombe bien, il y a un parlement vide à Strasbourg, enfin ou presque vide, et on dirait que c'est fait pour notre assemblée européenne, donc qui est composée de membres de l'Assemblée nationale française, du Bundestag allemand. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a proposé avec Antoine, sauf qu'on voudrait que cette assemblée soit pas simplement consultative et de vrais pouvoirs, par exemple pour voter un plan de relance, des impôts communs sur les acteurs économiques les plus puissants, une taxe carbone européenne, un budget de relance. Et surtout, il faudrait que ce soit ouvert à l'Italie, à l'Espagne, et à tous les pays qui souhaitent rentrer dans ce dispositif. Mais s'il y avait eu un veto dur de certains pays, peut-être que ce dispositif aurait été enclenché ou pourrait être enclenché dans une crise à venir. C'est pas complètement utopique, je pense, d'imaginer une évolution de ce type. De ce type à l'avenir. Et peut-être que l'entrée de l'Italie dans le jeu européen plus fortement avec ce gouvernement, c'est là que je reviens à ma question, Antoine, sur l'Italie d'ailleurs. Je ne désespère pas de te faire répondre. Antoine, on te donne la parole. Bon, alors, du coup, j'ai été directement interpellé. Non, c'est très difficile de répondre à la question de l'Italie. Je pense que c'est pas la première fois, pour le coup, qu'on a un Premier ministre italien qui vient directement des institutions européennes, donc comme marqueur en quelque sorte d'un engagement interpartisan pour l'ancrage de l'Union européenne, de l'Italie dans l'euro. Donc l'originalité, je dirais, par rapport à Monti, qui était le gouvernement précédent, c'est que de ce type-là, puisque Monti était commissaire au marché intérieur auparavant, puis est devenu Premier ministre au moment de la crise de 2008. L'originalité de Draghi, c'est qu'il a construit, tissé des alliances politiques, c'est-à-dire que son gouvernement n'est pas un gouvernement des professeurs, comme on disait à l'époque de Monti, mais qu'il s'agit d'un gouvernement mi-technique, comme on dit en Italie, mi-politique. Donc il a eu l'habileté, je pense, politique, on verra par la suite, d'intégrer les différents partis. Alors, dans quelle mesure ça peut tenir, ça c'est très compliqué à dire. C'est un alliage tellement hétéroclite qu'on a du mal à imaginer que ça puisse tenir. Un des enjeux, il semble, les Italiens, les commentateurs politiques italiens, c'est de porter Draghi à la présidence, c'est de prédéterminer en quelque sorte la majorité qui va l'élire dans un an chef de l'État. Donc, en quelque sorte, de construire d'ores et déjà sa coalition, donc qui pourrait effectivement ancrer, comme ça avait été le cas de Ciampi, qui était aussi un ancien de la Banque d'Italie, qui est devenu chef de l'État dans les années 90, avoir un chef de l'État italien qui est un ancien de la Banque d'Italie et donc qui ancrerait effectivement complètement l'Italie dans le jeu de l'euro. Bon, voilà, ça c'est tout ce que, à mon avis, on peut dire. C'est-à-dire effectivement la présence de Draghi peut effectivement verrouiller un petit peu cette question-là. Quant à Salvini, c'est très compliqué de le suivre, mais on comprend bien qu'une partie de la Ligue du Nord, notamment autour des présidents de région du nord de l'Italie, est beaucoup plus modérée sur la question européenne que Salvini, et beaucoup moins encline à jouer avec l'euro, en quelque sorte, ou avec la sortie de l'euro, compte tenu du fait que leurs électeurs sont largement des petites et moyennes entreprises italiennes du nord de l'Italie et à qui il est difficile de vendre la sortie de l'euro. Voilà. Pour autant que
que je puisse dire, parce que c'est des terrains sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, je dirais, étant jeune, mais j'ai un petit peu abandonné ces dernières années. Bon, voilà, mais sinon, bon, je ne vais pas prendre trop la parole, mais Antoine, il semblerait que tu aies un problème de connexion. euh, il me semble que un des enjeux, beaucoup des acteurs qui sont là aujourd'hui, par exemple, comme c'est-à-dire en connexion, vous m'entendez là ou pas? Oui, tu as eu un problème de connexion et là, tout d'un coup, on a eu tout ce que tu disais en accéléré, donc on n'a pas bien compris ta dernière mieux, phrase. finalement, comme ça, hop, vous avez la substance. Non, mais bon, de toute façon, je vais laisser la parole à Sabine, mais simplement, voilà, la crise de 2008 apparaît comme le contre-exemple, comme justement la réponse contracyclique qui a précipité encore davantage la crise, etc. Et donc, ce qui est original dans le moment, malgré tout, c'est une certaine redécouverte de l'instrument budgétaire comme instrument justement permettant, justement contracyclique, permettant d'éviter de renforcer la crise. Donc ça, je pense que c'est malgré tout intéressant de voir comment les acteurs actuels prennent en permanence, pour exemple, contre-exemple, plus exactement, cette crise de 2008 et la manière dont l'Europe a contribué à aggraver par ses propres politiques, la crise. Alors, quant à savoir, voilà, qu'est-ce que ça dessine comme Union européenne, malgré tout, c'est vrai que ce qui est original dans ce plan de relance, enfin, mais Sabine l'a dit, ça s'inscrit dans une tendance un peu plus longue, c'est finalement de dire, bon, ce plan de relance, on le met dans les mains des États. C'est-à-dire de dire, bon, ben, en fait, on va chercher à renforcer les marges de manœuvre politiques et budgétaires, d'abord et avant tout, des États, ce qui, évidemment, d'une certaine manière, désamorce la critique de l'Europe supranationale, l'Europe de Bruxelles, puisque c'est les États qui vont décider de cette politique. Mais avec un problème, c'est que malgré tout, il reste toujours un niveau transnational, on pourrait dire intergouvernemental ou d'exécutif mis en réseau, qui est cet Eurogroupe notamment, qui est justement le semestre européen aussi dans son ensemble avec la Commission, et qui, cet espace-là, effectivement, reste un angle mort, reste un trou noir. Or, on mesure bien que pour toutes sortes de pays, y compris pour les Hollandais, tout particulièrement pour les Hollandais, j'ai vu que le ministre de l'économie hollandais est allé à Rome pour le dire, la conditionnalité va être chèrement négociée. Et la conditionnalité, c'est-à-dire le caractère impeccable, en quelque sorte, des procédures et des dépenses italiennes, budgétaires italiennes dans le cadre du plan de relance. Donc, on voit bien que ce niveau transnational s'impose comme de plus en plus le niveau de négociation et qui a une certaine emprise quand même sur les marges de manœuvre des politiques nationales, et que ce niveau national reste transnational reste inatteignable ni par le Parlement européen, ni par les parlements nationaux. Et donc là, on est effectivement dans cette espèce d'angle mort qu'on pointe avec Thomas. J'imagine que Sabine, tu veux réagir là-dessus. Bon, en fait, non, j'aimerais bien réagir. J'ai trois petits points que j'aimerais bien faire et que je trouve parmi les questions qui ont été posées vraiment super intéressantes. C'est la première question. En prolongation à ce que disait Antoine, c'est l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment une organisation supranationale? C'est une organisation internationale, intergouvernementale? Je pense que cette question, autant qu'elle est intéressante, elle est d'une certaine manière relativement inutile. Parce que, en fait, comme on a vu et comme ça a été souligné dans la discussion, elle est tout et elle change, en fait.
elle se transforme selon les périodes, la période de l'or et la période von der Leyen ou la période Barroso. En fait, tout ça sont des moments qui sont qui mettent l'accent sur autre chose, pas seulement parce que la Commission agit d'une certaine façon, mais c'est aussi parce que les États membres, les gouvernements nationaux ont des préférences qui changent. Et ce qu'on observe depuis 2008, c'est pour moi clairement un renforcement de nouveau de la coopération intergouvernementale qui peut être, comme disait Antoine, tout à fait transnationale également. Et la deuxième question que je trouve vraiment pertinent, et je vais la prendre, bien qu'elle commence par « Bonsoir messieurs », compte tenu du problème de gouvernance, donc je vais le prendre pour moi. On me compare souvent avec un garçon, donc c'est peut-être ça. C'est la question, c'est faut-il une Europe à deux vitesses, hein? Donc cette fameuse question de la différenciation. Est-ce qu'il faut un noyau dur? Est-ce qu'il faut et autour en fait des États qui décident est-ce qu'il faut un noyau dur où on décide sur la base de la majorité qualifiée et puis après les autres vont décider sur la base de l'unanimité? Et je pense que cette question-là, elle est super pertinente, mais elle ne se pose pas en termes de cercle concentrique. Elle se pose en termes d'une notion que Antoine a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire intersectionnelle. On a différentes politiques publiques qui fonctionnent de différentes façons. On a différents noyaux durs, on a différents États qui sont davantage dans les politiques que d'autres. Et c'est ça qui qualifie, à mon avis, l'Union européenne aujourd'hui. Et ça sera intéressant de voir si le plan de relance va renforcer cela ou pas. Et ensuite, la troisième et dernière question était la question par rapport au rapport de force. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, la question était de savoir est-ce que les rapports de force entre acteurs et entre gouvernements en particulier a changé depuis 2008, entre 2008 et aujourd'hui. Et je pense qu'on observe, et c'est dans un projet Horizon 2020 auquel j'ai participé récemment, qui a travaillé sur justement cette crise économique et financière. On a vu à travers des données quanti et des données quali qu'on a des entretiens qu'on a fait avec tous les représentants nationaux au niveau européen. On voit qu'il il y a autre chose que cette opposition entre nord et sud, c'est-à-dire le sud le nord qui est totalement austère et le sud qui est dépensier. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une modification. On a les frugaux, mais les frugaux ne sont pas seulement le nord. Les frugaux ne sont pas seulement le nord. Et on a l'Allemagne qui est sortie de cette opposition claire. Et c'est ça qui est important. En fait, on a ces frugaux qui englobent également l'Estonie, par exemple, et la Finlande. Mais la Lettonie et l'Estonie ne sont pas tout à fait sur la même... Lituanie et Lettonie ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et je trouve ça intéressant en fait, à observer aujourd'hui par rapport au plan de relance et on va voir comment le plan de relance sera mis en œuvre. Merci bien. Alors, il nous reste en fait 5 minutes. Donc très peu de temps. Il y a un peu 3 grands groupes de questions qui, dans ce qui est, certaines vous y avez déjà répondu, donc on va essayer de. Mais par contre, dans ce qui reste à répondre, outre ceux auxquels vous n'avez pas répondu et qui ont déjà été posés, mais il y a un peu les questions de l'avant, comprendre un petit peu mieux encore ce qui s'est passé. Et donc, notamment, il y a une question autour est-ce que finalement, ce qui s'est passé vis-à-vis notamment, les choix, et notamment l'Allemagne,
Est-ce qu'il y a eu une volonté au niveau européen de se rattraper vis-à-vis de l'Italie par rapport à ce qui avait pu se passer un peu auparavant, et des questions sur l'avant, des questions sur le pendant actuellement. Quelqu'un qui vous demande un peu de précision sur la répartition sectorielle du plan de relance, et quelqu'un plus précisément sur la question du Green New Deal. Finalement, c'est quand même c'est avancé comme l'objectif principal de la Commission. Est-ce que ce plan, il va permettre de répondre à ces objectifs ou pas? Il y a une question que je me propose quand même de vous lire, sur les conséquences de la décision allemande sur le rachat de titres de dette souveraine. Est-ce que le plan de relance en prévoit? Voilà. Donc ça, c'est les questions sur le aujourd'hui. Et puis, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent encore sur l'après. Alors, vous n'avez pas répondu à la question: qu'est-ce qui se passe si les parlements ne ratifient pas? Alors, bien sûr, c'est de la politique fiction actuellement, mais on doit quand même se la poser, cette question. Et puis, quelqu'un qui vous pose ici la question de: est-ce que, avec le départ du Royaume-Uni, qui était quand même un adversaire à l'unanimité, enfin qui était un adversaire à la fin de l'unanimité en matière fiscale, est-ce qu'on a des chances que finalement on puisse passer à la majorité qualifiée sur la question fiscale? Une question aussi sur, finalement on va avoir des élections dès cette année aux Pays-Bas, l'année prochaine, alors en Allemagne bientôt, en France l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe si tout ça change? Est-ce que on peut aussi là faire un petit peu de politique fiction? Et puis, une dernière question: est-ce qu'il faudrait une Europe à deux vitesses, une qui gouverne à la majorité et une qui gouverne à l'unanimité? Évidemment, vous avez 3 minutes pour y répondre, 1 minute chacun. Antoine? J'ose à peine parler. Non, mais oui, non, mais les rejets des parlements nationaux, c'est effectivement toujours possible. On entrerait dans ce cas dans une possible renégociation à la marge de certains aspects, mais c'est très improbable. C'est-à-dire dans la mesure où chacun des plans est censé quand même abonder les budgets nationaux et est censé donc donner des capacités d'intervention budgétaire. Bon, je pense que c'est très difficile pour un Parlement national à la fois de planter en quelque sorte un deal européen et de se priver d'une manne budgétaire. Donc, en quelque sorte, je pense que c'est la bataille, elle commencera après, il me semble. Elle commencera après, à l'intérieur du mécanisme du semestre européen et à l'intérieur du mécanisme de contrôle, justement, par le Conseil, des plans que proposeront chacun des États membres, que proposera chacun des États membres. Là, je pense qu'il y aura effectivement, parce qu'il me semble qu'il y a encore beaucoup d'ambiguïté sur justement les critères, quelle compatibilité on attend justement entre ces plans, entre le détail des plans en quelque sorte et les objectifs du semestre européen, etc. Donc là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup d'ambiguïté et d'incertitude, et c'est là-dessus qu'à mon avis, une bonne partie de la bataille politique va se jouer. À mon avis, les parlements auront finalement, là aussi, encore une fois, pas vraiment voix au chapitre dans cette histoire. Après, juste un point, effectivement, sur l'Allemagne et l'Italie. Bon, je pense qu'il y a quand même très largement la prise de conscience des interdépendances économiques. Enfin, je pense que c'est assez banal de le dire, entre les deux pays, entre le nord de l'Italie et l'industrie allemande. Et peut-être que tout ça a aussi été dit dans des termes moraux, parce qu'effectivement, la question de la solidarité européenne revient toujours, d'une certaine manière, dans toutes ces crises. Et on peut pas faire, c'est un peu le sparadrap en quelque sorte, mais il y a toujours cette question-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette solidarité européenne? Et les journaux, mes étudiants là en M2 ont travaillé un peu sur les rubriques idées des différents quotidiens, grands quotidiens nationaux. Voilà, et cette question, elle s'impose assez rapidement dans les agendas journalistiques. Et effectivement, on ne peut pas exclure que dans un temps très court, ça a pu avoir un effet aussi de pression, en quelque sorte, sur certains des chefs d'État et de gouvernement. Voilà. Merci Antoine. Thomas, je vous laisse la parole. Oui, alors
Juste sur une des questions, sur le Royaume-Uni, est-ce que le départ du Royaume-Uni va permettre de passer de façon apaisée à la règle de majorité qualifiée sur la fiscalité et le budget? Moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que beaucoup de pays n'en veulent pas, et je pense que la seule façon d'avancer, c'est en fait si un sous-groupe de pays, donc un noyau dur intersectionnel, comme disait Sabine, comprenant en particulier la France, l'Allemagne, l'Italie, un certain nombre de pays, décide collectivement de mettre en place une règle de la majorité au sein d'une nouvelle, par exemple, d'une nouvelle Assemblée européenne. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. À la fin des fins, je pense que la plupart des pays rejoindront le mécanisme, mais il faut d'abord une phase d'affirmation claire par les pays qui veulent avancer comme ça. On n'arrivera pas à sortir de la règle de l'unanimité avec la règle de l'unanimité. Voilà, il faut un moment sortir de ça. Bon, c'est mon analyse, mais je peux me tromper. Et donc, c'est aussi votre réponse à la question de, finalement, il faudrait deux vitesses. Oui, oui, bien sûr, mais sauf qu'à la fin, je pense qu'en fait, la plupart des pays rejoindront le noyau dur très vite, parce qu'en fait, ils se rendront compte que c'est leur intérêt. Mais il faut commencer quand même par l'affirmer. Il y aura une phase de transition qui ne sera pas forcément très longue, mais il faut, je crois, en passer par là. Merci. Sabine? Oui, merci. Dernier mot, la question sur la répartition sectorielle, en fait, qui me semble importante, parce qu'en effet, il y a 6 piliers qui doivent être pris en considération, qui sont prioritaires donc, pour ce plan de relance. Et comme je l'ai déjà dit au début, mais je pense qu'il est important de le rappeler, il y a 37% de ce plan de relance doit être consacré à la transition verte. Donc, les objectifs environnementaux sont vraiment centraux là-dedans. Puis, il y en a la transformation digitale, bien évidemment, avec 20%. Et puis, la croissance intelligente, la cohésion sociale, la santé, les politiques publiques pour les générations futures. Tout ça reste relativement général, mais ces deux aspects, digital et transition verte, sont vraiment intégrés et ont été acceptés par les États membres. La question est de savoir, bien évidemment, comment est-ce qu'on va contrôler tout ça. Donc, il y a une taxonomie qui a été développée par la Commission européenne avec les représentants des États membres pour justement vérifier qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les différents secteurs, la transition verte. Mais ce plan de relance se situe donc dans la prolongation du pacte vert de von der Leyen. Il faut voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment est-ce qu'il sera mis en œuvre. Merci beaucoup. Je repasse maintenant la parole à Michel pour conclure notre soirée. Merci beaucoup à Céline pour ce débat. Merci surtout à vous trois pour la qualité de vos interventions sur cet exercice un peu singulier qui est de réagir comme nous le souhaitons avec ce webinaire polycritique. Merci beaucoup au nom de l'association. Merci encore à Navi pour l'organisation. Si l'Union européenne se relance, elle investit dans les SHS, et donc je vous renvoie aux appels à candidature Horizon Europe qui sortiront au printemps prochain, ce qu'on a dit au début qui me semble particulièrement important, et vous donner rendez-vous le 13 avril pour le prochain webinaire de la FSP sur la Convention citoyenne pour le climat. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Super, merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.